Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, on manque un peu d'énergie, on va pas se mentir, il fait très très chaud. Alors d'abord, désolé, vous n'avez pas eu de vidéo mercredi, mais en fait j'avais une angine complètement improbable, la bonne angine estivale qui est insupportable. Et il fait très très chaud. Et il fait très chaud. Alors le problème c'est qu'il fait toujours très chaud, mais au moins j'ai plus d'angine. Donc du coup on peut reparler et ça c'est plutôt pas mal. Bon, vous l'aurez remarqué en ce moment, on n'a pas beaucoup d'actualité sur la série Harry Potter, enfin c'est très très mou, juste un petit casting. Puis en plus, visiblement, il n'y aura pas de nouvelles pour la série au Comic-Con de San Diego. On espère qu'il y aura du contenu pour le 31 juillet, date de l'anniversaire de Harry Potter, mais sans aucune certitude. Donc on s'est dit, quoi de mieux que de relancer un petit peu tout ça par le biais d'une FAQ. Exactement, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que vous êtes encore assez nombreux à ne pas forcément avoir eu le temps de vous intéresser à la série Harry Potter, à ne pas avoir forcément toutes les réponses. Souvent, il y a des questions qui reviennent, par exemple, à quand la première bande-annonce ? En fait, la première bande-annonce, elle est déjà sortie. Donc, en fait, il y a déjà des choses qui sont en cours, mais voilà, vous avez pu louper les choses. Et donc, on se dit que ce serait pas mal de faire un petit contenu froid. Donc, on va reprendre, c'est une liste d'une quinzaine de questions que vous nous avez posées donc, sur Instagram, sur Twitter et sur YouTube. Et on va être heureux d'y répondre. Alors, première question. On dit souvent que les 2 premiers films sont les plus fidèles au livre. Malgré cela, quels sont les éléments du premier tome que vous avez le plus hâte de voir enfin adaptés ou davantage développés dans la saison 1 ? Et c'est une question de Johan Siderin. Alors, déjà, je pense qu'on peut tous les deux s'accorder sur le fait que ce qu'on attend le plus, ce sont des scènes qui n'ont jamais été montrées à l'écran et des scènes qui n'existent pas encore. Puisqu'en fait, J.K. Rowling est revenue à l'écriture pour la série et elle a écrit des scènes inédites, donc qui n'apparaissent pas dans le premier tome. On ne sait pas encore de quoi ça va traiter. On a eu quelques aperçus, il y a aussi eu des rumeurs, mais en tout cas, pour sûr, par exemple, il y a cette fameuse scène des photos de la plage où on voit Dumbledore et Nicolas Flamel marcher ensemble au gré des vagues, probablement pour discuter des événements à venir ou qui se sont déjà produits et plus sûrement de la pierre philosophale. On rappelle d'ailleurs que l'acteur extraordinaire choisi pour incarner Nicolas Flamel est Lambert Wilson. Rien que ça. Donc voilà, ça c'est au moins l'une des scènes inédites dont on est à peu près certain qu'elle va se produire. Évidemment, il y en aura d'autres. Alors, il y en aura d'autres, effectivement. Alors, bon, on sait qu'il y aura la réception de la lettre par Hermione Granger. On sait que des scènes auront été tournées également au manoir des Malfoy. Moi, comme ça, ce que j'aimerais voir, c'est peut-être le duel à minuit. Vous savez, ce moment où Harry et Drago se donnent rendez-vous. En fait, ça finit un peu en queue de boudin dans les couloirs de Poudlard en pleine nuit. Ça peut être une scène très sympa. Les épreuves également de la pierre philosophale, ce sont des choses qui ne sont quasiment pas montrées dans les films et pourtant elles sont vraiment structurantes. C'est vrai que là, on les résume à un filet du diable, une course de Quidditch et un jeu d'échecs. Mais il y a encore quand même beaucoup de choses à faire sortir du livre. Nous, ce qu'on espère aussi, en tout cas moi, ce que j'espère, c'est qu'on ait plus de moments, en fait, un peu, entre guillemets, intimes, dans le sens où on découvrira plus les interactions entre les élèves, parce que c'est vrai que les films se résument beaucoup à Harry, Ron, Hermione et les professeurs, mais il y a quand même des interactions qui se passent avec Neville qui sont très intéressantes et qui expliquent d'ailleurs beaucoup de choses par la suite. Il y a des interactions super intéressantes avec les élèves de Serdaigle, avec ce Poufsouffle, qui sont quasiment invisibles dans les films Harry Potter, et ça c'est peut-être une chose un peu dommage. Et puis dernière scène, moi personnellement, que j'aimerais beaucoup voir, c'est celle avec Norbert, le dragon, où en fait il se passe quand même pas mal de choses, il y a toute une fuite dans les corridors de Poudlard qui sont assez intéressantes, et donc on espère vraiment pouvoir voir tout ça. Il y a aussi toutes les scènes de l'avant Poudlard qui ont pas mal été montrées dans le premier teaser, avec notamment toute la violence que subit Harry, va vraiment mettre en lumière la psychologie du personnage de Harry Potter face à la cruauté, parce que oui, il faut le dire, les Dursley sont une famille et non pas seulement maladroits et risibles tels qu'ils ont été dépeints dans les films de la saga Harry Potter.
Oui, parce que c'est vrai que Chloé a raison, c'est un gros sujet sur qu'est-ce qu'on pense de l'oncle Vernon et de la tante Pétunia. L'oncle Vernon, c'est vrai que quand on le voit en film, l'acteur nous fait plutôt rire. Bon, après, c'est vrai que c'était son genre. Mais dans les livres, c'est pas du tout le cas. Il y a des scènes qui sont très violentes et Harry vit une vraie violence. Et Donc, puis Pétunia, on a du mal à lui en vouloir parce que elle est assez passive dans les films. On la voit pas aussi maltraitée, Harry, que Dudley ou Vernon. Alors que là, bon, dès le premier teaser, on voit tout de suite que Pétunia met aussi la main à la pâte sur son propre neveu. oui, c'est tout à fait juste ce que tu dis. D'ailleurs, ça mériterait en soi une vidéo à part entière sur le sujet, parce que c'est vrai que le personnage est quand même très très édulcoré. Donc, en fait, il y a plein de scènes qu'on voudrait voir. Hein. Pareil, les matchs de Quidditch aussi, il y en a très peu qui sont convertis. Et on a oublié un truc, les cours. Ça serait vachement sympa de voir beaucoup plus de cours. Ah oui, oui, oui. Parce que c'est vrai que dans les films, en fait, mis à part une ou deux scènes, ça passe très très vite, alors qu'il se passe beaucoup de choses durant les cours, et y compris d'ailleurs dans les relations entre Harry et les professeurs, il y a quand même pas mal de trucs. Oui, et puis surtout avec 8 heures de contenu, faut bien meubler. Hein. Le premier tome, c'est quand même pas le plus gros de la saga. Et donc il faut bien montrer les choses. Alors, seconde question. Donc c'est une question de Flantier le Phénix 5225. Quelles sont vos théories sur ce qu'ils vont rajouter comme nouvelle scène pour la saison 2 qui ne serait pas dans le livre ? Grande question. Je pense que l'essentiel qui a été loupé par Harry Potter et la Chambre des Secrets, c'est justement tout ce background qui entoure le jeune Tom Jedusor et Mimi Géniard. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé en dehors du fait que lui, visiblement, c'est un psychopathe, il a lâché un monstre, comment il l'a découvert, bonne question, et que la pauvre Mimi Géniard qui était en train de pleurer dans les toilettes, et boum, elle s'est fait éclater. Oui, c'est un peu la difficulté, c'est-à-dire que les souvenirs de 1943 sont quand même assez diffus dans le livre. On peut imaginer que J.K. Rowling y reviendra, parce que c'est vrai que c'est des thématiques qu'elle a réabordées ensuite dans pas mal d'interviews, donc il y a quand même beaucoup de contenu sur ce sujet-là. On peut imaginer aussi, pourquoi pas, que l'histoire même de la Chambre des Secrets ne soit pas simplement racontée, mais soit montrée. Et donc on pourrait avoir des aperçus de Salazar Serpentard. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Parce que après tout, en fait, il y a pas de là-dessus, les films ont mis un espèce de tabou, mais tabou qui a été levé sur le visage des fondateurs de Poudlard dans le déploiement entre guillemets des parcs Universal, où en fait Universal et la Warner ont créé des portraits de Godric Gryffondor, d'Helga Poufsouffle, de Rowena Serdaigle, qui ne sont pas ceux du film. Et qui ne sont pas ceux du film, mais ça a été créé. Donc le tabou, en fait, il n'existe que dans les films de ne pas montrer les fondateurs. Alors qu'en réalité, là, il y aurait pas tellement de problématiques à le faire. Et puis on peut vraisemblablement penser que s'il monte Salazar Serpentard, il n'y a pas de raison qu'il ne monte pas les autres. Que ce soit Godric, Rowena ou Helga. Effectivement, c'est là-dessus, oui, il y a aucun sujet. Aussi, ce qu'on pourrait peut-être un peu plus découvrir dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, c'est la manière, entre guillemets, dont Harry va commencer à prendre conscience, au travers de l'expérience que va vivre tout Poudlard avec la Chambre des Secrets, que le monde de la magie qu'il a connu, entre guillemets, comme un monde assez sympathique et qui finalement lumineux, en fait, est un monde plus sombre. Effectivement. Et là où l'enjeu se corse, avec, comme vous le savez, l'actrice qui avait été choisie pour incarner Ginny Weasley dans la saison 1 et qui n'a pas été reconduite pour la saison 2. Alors certes, ce sont des scènes qui sont décrites dans le livre, mais je pense qu'elles prendront une importance encore plus prégnante dans cette saison 2, d'autant plus en mettant en parallèle le combat de J.K. Rowling pour la défense des femmes et des filles. C'est tout simplement en fait la folie presque qui va s'emparer de Ginny Weasley avec cette obsession pour le journal de Tom Jedusor et toutes les conséquences que ça va avoir, parce que globalement dans le film on voit rien et c'est totalement une surprise que de découvrir Ginny Weasley qui a été possédée par ce livre. Oui, alors qu'elle a un comportement tout au long de l'année qui est quand même relativement suspicieux dans le livre. Alors en plus, ça vient, tu as parlé du combat de J.K. Rowling, mais il y a aussi la question de l'intelligence artificielle en fait, parce qu'en réalité J.K. Rowling était un peu précurseur sur le sujet, parce que finalement Ginny Weasley c'est quoi ? C'est une jeune fille de 11 ans qui parle à un livre, qui lui répond tout seul. Qui s'enferme dans cette dynamique-là et qui, au final, finit par péter un plomb et zigouiller tout le monde. Du réel. Et décrocher complètement du
réel. Quitte à avoir des phases d'extrême violence, comme quand elle jette le livre dans les toilettes ou qu'elle est capable de saccager littéralement le dortoir. Donc ça, il y a vraiment des scènes super impressionnantes à voir et ça peut être super impactant. Donc moi, ouais, je serais plutôt là-dessus. Je pense qu'on va en découvrir plus que ce que le livre dit. Est-ce que tu as d'autres idées? Non, comme ça, moi, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai en magasin. Mais évidemment, on aura l'occasion de revenir largement dessus au fur et à mesure du dévoilement de la série et évidemment du tournage de la saison 2. Exactement. Alors, troisième question. Troisième question, pensez-vous faire une série de vidéos sur les podcasts sortis sur HBO Max et ceux à venir dans l'attente de la série? Et c'est une question qui nous est posée par Magic Sportbooks. Alors, pour être assez honnête, la réponse, elle va être assez simple, elle va être non. Parce qu'en fait, on a regardé les 2 premiers épisodes du podcast et en soi, on n'a pas envie de faire de commentaires Sur du commentaire. Surtout qu'en plus, on a remarqué quand même des gros biais de pensée sur les 2 premiers où certaines analyses étaient pas du tout raccord en fait avec les livres. Ah non, c'était soit très bas de gamme, soit en totale contradiction avec ce qui est écrit dans les livres. C'est ça. Alors, en soi, je pense que ces podcasts, ils ont été, mais comme souvent, conçus pour un public américain. Et donc, pour un public, en fait, qui connaît ces gens-là. Nous, on ne les connaît pas. Et forcément, on n'a pas... envie de les connaître. Voilà. Non, ouais, on va peut-être pas dire ça comme ça, mais c'est vrai que on n'a pas forcément d'attache, donc on ne peut pas être en réaction. Par contre, après, si HBO se décide à faire du contenu, évidemment, beaucoup plus centré sur la série, là, évidemment... On sera présent. On sera présent. Après, n'oubliez pas que la première vitrine en fait de la série Harry Potter, en dehors de la série elle-même, c'est cette série documentaire. Nous sommes persuadés qu'il s'agit d'une série et que ce qu'on nous a montré donc avec ce premier épisode de À la recherche de Harry n'est bien que le premier épisode et que d'autres seront à venir évidemment. Oui, je pense tout à fait qu'on en aura un au moment du Back to Hogwarts ou juste après. Il va y avoir quand même encore d'autres choses. Donc ça, là-dessus, on commentera. Mais après, sur les podcasts HBO, là, pour le coup, à ce stade, ça nous a pas suffisamment intéressé pour qu'on aborde le sujet. Mais comptez sur nous. De toute façon, on sera toujours présent pour commenter la moindre chose qui sortira à propos de la série, des photos, des vidéos, des commentaires d'acteurs. Voilà. On reste présent sur tous les autres fronts. Exactement. Alors, 4e question. Vont-ils faire quelque chose au Warner Bros Studio Tour pour la sortie de la série? C'est une question de Tommy761 et c'est très intéressant. Qu'est-ce que t'en dis? Alors, moi, ce que j'en pense à cette question, c'est vrai qu'on va avoir une campagne promotionnelle qui va être absolument dingue et probablement quelque chose qu'on n'aura jamais vu au niveau d'une série, parce que c'est la série la plus attendue de tous les temps, probablement. Oh oui, en tout cas pour l'instant, mais c'est sûr que c'est quelque chose qu'on n'aura jamais vu. C'est ça. Alors, est-ce qu'il y aura des événements spéciaux au Warner Bros. Studio Tour? J'aurais tendance à dire non, pour une simple et bonne raison, c'est que quand la saison 1 va commencer à sortir, la saison 2 sera en plein tournage. Donc Livingston va être complètement encombré de choses et diverses et variées pour préparer la suite. Et surtout, en plus, autre problématique, c'est qu'ils ne vont pas faire des événements dans la partie, entre guillemets, publique des Warner Bros. Studio Tour, parce que ce serait rattaché la série au film. Alors qu'ils prennent un parti créatif qui est différent. Moi, je pense qu'on aura avant-première à Loudon Square à Londres, comme d'habitude, comme c'était le cas pour les films, où il y aura une petite diffusion qui sera mise en place. Il y aura des gros événements marketing, ça c'est sûr. Par contre, après, au Warner Bros. Studio Tours, comme ça, je vois pas trop. Est-ce qu'on pourrait envisager que dans les années à venir, il pourrait y avoir quelque chose au futur parc Universal en Angleterre? Alors, en partant sur l'hypothèse qu'ils vont déployer une zone Harry Potter qui soit basée sur la série et non pas sur les films. Oui, alors ça c'est le vrai sujet en fait. C'est est-ce que Universal fait le choix de la diversification de ses activités en ne représentant pas l'univers des films et en représentant l'univers de la série? Nous, c'est ce qui nous semblerait le plus opportun pour la simple et bonne raison que les studio tours de Livingston ne seront pas disponibles avant la fin de la 7e saison de Harry Potter. Donc à un moment donné, ça va pas être avant 10 ans, donc il va falloir quand même laisser passer beaucoup de temps avant que ça arrive. Et puis la question du parc Universal en Grande-Bretagne elle reste entière. A priori, un contrat a été signé, a priori, mais pour l'instant il n'y a aucun détail supplémentaire. Et puis en plus, on ne sait pas d'ici combien de temps ils arriveront à faire sortir tout ça de terre, parce que même s'ils sont très capables, on l'a bien vu avec Epic Universe,
ça prend quand même du temps. Oui, alors après le chantier avance vite, et comme il y a de la concurrence qui se développe, l'ouverture en 2031 de toute façon est une obligation pour que financièrement ce soit rentable. Donc potentiellement, on pourrait avoir des événements, si ça Oui. devait se confirmer, globalement pour la sortie de la saison 4. On pourrait se dire ça Ouais, comme ça ça. serait ça. On est donc 2027, saison 1, saison 2, saison 3. Ouais, ça serait ça, aux alentours de la saison 4 ou saison 5. Ouais. Ça reste envisageable. Donc à voir. Alors, question suivante. Quel est le ou les changements que vous aimeriez le plus voir dans la série par rapport au film ou même au livre? Hein. Moi, je plaiderais pour une meilleure représentation des personnages. Quand vous voyez par exemple que le personnage de Draco Malfoy, sur toute la série de films, donc sur 8 films, c'est 27 minutes, on va On dire. a du mal à y croire. Ouais, c'est un peu du massacre. Pareil, Ginny Weasley, je crois qu'on est sous la barre des 15 minutes. Alors que c'est quand même, juste faut le rappeler, la future femme de Harry Potter. Ah bon, c'est pas Luna? Ben non, c'est pas Luna. Pareil pour Neville Londubat, c'est un personnage Merci. voilà, J'adore Neville. autour duquel on passe complètement à côté. Donc ça, moi, ouais, sur les personnages, c'est peut-être la plus grosse attente. Alors de mon côté, c'est peut-être un peu bête, mais j'aimerais bien en découvrir beaucoup plus sur l'univers du monde magique. En univers large, c'est-à-dire que tout ne se passe pas nécessairement qu'à Poudlard, à Préolard et au chemin de traverse. Le monde magique ne se limite pas qu'à 3 endroits en Angleterre. On a quantité de documents écrits par J.K. Rowling sur l'univers du monde magique et je trouve que dans les films c'est vraiment très restreint, très limité à l'univers scolaire. Moi ce que j'aimerais bien voir c'est vraiment, voilà, même si ça se joue par des détails, mais qu'on puisse imaginer ce qu'il y a en dehors de ces murs-là. Avec par exemple, que sais-je, les élèves d'autres écoles magiques à travers le monde ou autres, sans forcément que ça modifie l'histoire, mais par exemple, en fait, quand vous voyez le chemin de traverse tel qu'il a été conçu pour la série, là on se rend compte que l'ampleur du monde magique est bien plus importante que celle dans les films, et moi je trouve ça très très rassurant et très intéressant. Et sans modifier d'ailleurs, on va dire, la structure des livres. Hein. C'est vrai que par exemple, quand tu parles des élèves d'écoles étrangères, on sait que, je crois que c'est Percy Weasley ou Bill Weasley, qui a eu un correspondant brésilien qui est mentionné dans des lettres. Alors je crois que c'est à partir de Harry Potter à la Coupe de Feu, mais qui vient de Castel Grosso, qui est l'école brésilienne. Donc ça, c'est tout à fait possible. Il y a aussi un sujet moi, que j'aimerais bien voir, c'est quand même le personnage de Dumbledore, qui a été, alors je vais remettre le couteau dans la plaie, pardon, mais déjà bien défini dans Les Animaux Fantastiques et dans les deux films dans lesquels il apparaît, mais on aimerait voir, en tout cas moi, beaucoup plus de background et aussi voir un petit peu le rôle politique qui est celui d'Albus Dumbledore, qui ne se contente pas d'être un simple directeur d'école, mais qui est quand même un directeur voilà, qui est présent un peu partout, qui... Et qui est le sorcier le plus puissant de Grande-Bretagne, globalement. Ben, c'est ça, qui est craint par le Premier ministre, enfin par le ministre de la Magie, qui est craint par les Mange-Morts, qui est craint par Voldemort. C'est pas simplement un mec qui se contente de faire des blagues ou de faire des phrases philosophiques. C'est vraiment un type qui est à la fois dans l'action et en même temps dans l'invisible. Et c'est justement cette espèce de nuance-là dans le personnage qui est intéressante à regarder. 6e question. Pensez-vous qu'une diffusion au cinéma sera possible, au moins pour le premier épisode? Et c'est une question de Laurine. Alors si on met pas les arrobas, c'est parce que parfois c'est des noms qui sont trop reconnaissables, donc on a décidé d'enlever les noms de famille. Oui. Alors, très intéressante question. Moi, j'aimerais beaucoup, évidemment, que ce soit possible. Après, j'en doute. On a entendu des rumeurs sur TF1 qui voulait acquérir les droits de diffusion de la série pour une diffusion en fait sur télévision, sur sa chaîne évidemment TF1. On ne sait pas ce que ça a donné. On n'a aucune nouvelle pour le cinéma, mais vous savez, la réglementation en France par rapport aux œuvres cinématographiques, c'est un bordel sans nom. Ce qui fait que généralement, on est l'exception culturelle, on est différent de tous les autres pays. Qu'est-ce que tu en penses? En fait, concrètement, c'est un choix qui est stratégique à 2 niveaux. Premier niveau, c'est que Harry Potter est le très gros produit d'appel pour la plateforme HBO qui a du mal à se développer. Donc l'intérêt de la Warner, c'est qu'il y ait de l'abonnement HBO qui soit pris et pas forcément que les gens aillent au cinéma. C'est pas l'intérêt. Et en plus, deuxième problématique, c'est qu'en France, on a ce qu'on appelle la chronologie des médias, cette espèce de calendrier un peu infernal qui fait que si on diffuse Harry Potter au cinéma,
au moins même ne serait-ce que le premier et le deuxième épisode, eh ben, il va falloir attendre, je crois, 17 mois avant que ça arrive sur la plateforme HBO. Donc en fait, quid des prochains? Là, comme ça, j'avoue que j'y crois pas une seconde. Ça me semblerait anti-économique comme modèle, et surtout, j'ai pas envie d'attendre 17 mois pour découvrir les trucs et aller pirater la série sur des sites infâmes. C'est pas du tout l'idée, donc moi, comme ça, je pense que ça passera sur HBO. Effectivement, TF1 a essayé de se jeter sur les droits, mais je pense pas que ça passera, parce qu'encore une fois, l'enjeu économique, c'est la plateforme HBO. Alors ensuite, question simple, courte mais efficace. Êtes-vous confiant pour la musique de Hans Zimmer? Alors, très sincèrement, moi j'étais assez pessimiste, pour être honnête, quand a été annoncé que ce serait Hans Zimmer qui ferait la musique et deux de ses collaborateurs. J'étais vraiment pas positif. Pourquoi? Parce que Hans Zimmer, je trouve que c'est un artiste qui est certes excellent, mais qui souvent a du mal à se renouveler et qui a tendance à nous sortir les mêmes sonorités, les mêmes instruments, les mêmes thématiques à peu près de film en film. Mais je dois dire que récemment, il a fait une bande originale qui m'a fait un peu changer d'avis et qui a d'ailleurs été oscarisée. C'est la bande originale du film F1. Depuis, je suis un petit peu plus confiant. Moi j'ai totale confiance. Je pense que s'il a été choisi, c'est parce qu'il était capable de prendre la mesure de l'enjeu de cette série et que la musique mythique créée par John Williams était dans le cœur des fans du monde entier. Et donc du coup, voilà, je n'ai pas vraiment de doute. C'est plutôt de l'intuition, j'ai confiance. En plus, c'est vrai qu'il a un peu l'habitude quand même de faire quand même des thèmes principaux. Alors, il fait généralement les thèmes principaux pour des séries. Il a fait celle pour The Crown, qui était très bonne. Ah oui. D'ailleurs, on rappelle que la majorité des équipes de production ont travaillé sur The Crown, hein, donc il y a probablement là aussi un lien de cause à effet. Mais non, ça peut être assez sympa. Nous, maintenant, on a un peu plus confiance, en tout cas moi de mon côté. Donc, on va regarder. Donc, 8e question. Pensez-vous que la série remplacera les films? Et c'est signé David B. Ah, j'ai envie de dire ça dépendra un peu du cœur de chacun, mais je pense qu'à terme, effectivement, la série remplacera les films. Les films, évidemment, on a tous un attachement très particulier, mais les films, ils commencent à dater. Le public est exigeant. Et surtout, Harry Potter a la capacité de pouvoir conquérir un tout nouveau public. Ce que la saga Star Wars a plus de mal à faire, par comparaison. Et donc du coup, Harry Potter a une faculté de pouvoir se renouveler qui est beaucoup plus forte. Et surtout, ce qu'ils mettent en fait en face, en face des films, donc la série et les films, c'est incomparable. Ça va pas avoir le même poids. Alors certes, dans les films, il y avait des acteurs stratosphériques, il y avait une ambiance, il y avait des designs mythiques, etc. Mais la série aura beaucoup plus de contenu, aura aussi d'excellents acteurs, et surtout, elle va être beaucoup plus prenante, parce que les films sont certes bons, mais ils ont massacré l'œuvre originale. Oui. Pas tous les films, et pas dans tous les sens du terme, mais globalement, il manque quelque chose. Il y a des incohérences, il y a des incompréhensions, il y a des choses qui ont été coupées, des choses qui n'ont pas été expliquées. Et je pense que la série mettra un terme à tout ça. Surtout, vu le budget qu'ils ont déployé, ils sont quand même assez confiants chez HBO et chez Warner sur le succès que ça va remporter. Moi, j'ai pas vraiment de doute. Ouais, pareil, pas tellement de doute sur le fait qu'effectivement la série à terme va remplacer les films, aussi parce qu'il faut bien comprendre que Harry Potter est une œuvre transgénérationnelle, et que c'est un objet qui se passe de génération en génération, aussi bien au niveau des films qu'au niveau des livres. Mais sauf que là, la série, en fait, elle va parler à toute une génération qui est aujourd'hui un peu le cœur de cible de la Warner Bros. C'est-à-dire les enfants et les adolescents qui en fait, vont pouvoir s'identifier au personnage de la série, et donc va y avoir un attachement qui va se faire sur des années et des années. Et il faut imaginer que pour les générations précédentes, ce qui sera montré, je pense, en priorité, quand on voudra faire découvrir à nos enfants, etc., Harry Potter, ce sera plus la série que les films, même si les films continueront effectivement à avoir une place. Mais c'est vrai que là, quelque part, on va avoir quelque chose de beaucoup plus actuel, et même, on va se le dire, visuellement, beaucoup plus regardable. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, si vous prenez Harry Potter et la Coupe de Feu, la scène dans le cimetière de Little Angleton entre Voldemort et Harry,
Le combat, il est regardable. Ah oui, en version haute définition remasterisée. Oui, c'est regardable. Oui, en termes d'opacité, c'est catastrophique. Ils ont très mal géré les couleurs. Voilà, vous ne voyez absolument rien. Enfin, l'autre jour, je le regardais sur HBO Max pour voir si ça avait été un peu amélioré, mais en fait, pas du tout. C'est-à-dire que vous distinguez à peine le visage, par exemple, des apparitions de Lily et James Potter ou de Cédric Diggory. Oui, tout à fait. Ça, c'est des trucs, bon, voilà, il faut quand même avouer que non. Aujourd'hui, il y a des moments qui sont presque irregardables, donc ça va forcément être un petit peu remplacé. Alors, 9e question. Avez-vous des craintes sur certains acteurs? Il y a eu beaucoup de polémiques, il y a de bons acteurs, mais d'autres sont contestés et on a anonymisé la question pour pas qu'il y ait de sujet. Alors, juste petit préambule. On rappelle la règle sur cette chaîne, c'est que tout commentaire qui visera directement Papa et Siedou uniquement sur sa couleur de peau sera automatiquement supprimé pour éviter d'avoir à répondre à des centaines et des centaines de commentaires qui disent à chaque fois la même chose. Voilà, c'est petit disclaimer. Chloé. Alors, est-ce qu'on a des craintes sur certains acteurs? Absolument pas. Dont Papa et Siedou. Mais pour revenir sur les acteurs de manière générale, n'ont aucune crainte. Des polémiques, en fait, il y en aura toujours qui seront créées par des mécontents. Même si tout devait être parfait, que l'acteur était extraordinaire, qu'il n'avait aucun problème dans sa vie personnelle, etc., il y aurait toujours des polémiques. Toujours. Oui, toujours. De toute façon, on ne pourra pas l'empêcher, comme on ne pourra pas empêcher qu'il y ait un acteur qui un jour fera peut-être une déclaration X ou Y à la presse et qui suscitera un tollé. Bon, voilà, c'est déjà arrivé sur les films, ça réarrivera à nouveau sur la série, mais il ne faut pas tellement s'en inquiéter. Le casting a été quand même très bien réalisé à ce stade. Nous, on a vraiment plutôt totalement confiance. Alors, question suivante. Que savez-vous de la représentation des elfes de maison? Ou qu'imaginez-vous? Seront-ils quasi semblables à ceux des films, animatroniques, effets spéciaux, acteurs? Je ne connais pas le vocabulaire adéquat et c'est une question signée Vava Cosmogony 3718. Très intéressant. Oui, merci pour cette question. Alors, qu'est-ce que nous savons de la représentation des elfes? Eh bien, écoutez, absolument rien à ce stade, pour être tout à fait honnête. Donc, on va plutôt rester sur le domaine de l'imagination. Moi, ce que j'imagine, c'est une version quand même qui sera assez semblable à celle des films, pour la simple et bonne raison qu'en fait, il y a eu des croquis qui ont été faits par J.K. Rowling, des elfes de maison, donc on sait à peu près à quoi ils ressemblent, donc ce sera probablement une version assez actualisée. Et sur la question de la CGI ou des animatronics, pour être assez honnête, a priori, déjà sur les fantômes, ils se dirigent vers des acteurs en chair et en os. Pour les elfes de maison, moi j'aurais tendance à penser qu'ils feront la même chose, c'est-à-dire avec des vrais acteurs. Et d'ailleurs, on en est ravis, parce que c'est beaucoup plus authentique et éthique de recourir à des vrais acteurs que des animatronics ou à de la CGI, tout simplement. Et d'ailleurs, il y a des vraies performances dans ce genre de rôle. Quand on voit par exemple Andy Serkis dans le rôle de Gollum, on ne peut pas dire alors c'est de la motion capture, mais on peut pas dire qu'il n'y a pas une vraie interprétation du personnage. Enfin, c'est un vrai art. De la même manière dans Avatar. Mais bien sûr. Donc, en soi, nous, on est plutôt sur cette logique-là. Mais après, ouais, sur la représentation, on serait beaucoup plus sur quelque chose de très ressemblant. Ça va être ressemblant, mais pas exactement la même chose. Non. En fait, le parti pris de la série, c'est vraiment de se distinguer des films, d'avoir son propre univers. Et donc, je pense que voilà, il va y avoir nécessairement quelque chose de différent, oui. Même si ce sera ressemblant. Voilà, on peut imaginer par exemple que même la tenue que portera Dobby sera une tenue beaucoup plus usée, beaucoup plus sale, puisque c'est même carrément dit dans les livres. Donc voilà, on peut imaginer tout un tas de petites modifications, mais après c'est vrai qu'on restera quand même attaché à la forme que J.K. Rowling a donnée. Question suivante, avez-vous une idée du temps de tournage de la saison 2 et du temps de pause prévu avant le tournage de la saison 3? Et c'est encore Vava Cosmogony 37. Alors là-dessus, oui, on a une bonne idée parce que ça a été annoncé. Temps de tournage de la saison 2, à peu près 1 an, comme pour la saison 1. Donc il commence a priori au mois de septembre et donc il devrait terminer au mois de septembre l'année suivante, ce qui nous fera une diffusion de la saison 2 en 2028. Le temps de pause devrait être là aussi assez resserré. Ce sera 4 ou 5 mois maximum pour un tournage qui là sera peut-être a priori un petit peu plus long puisque l'idée c'est pas de faire une saison tous les ans, puisque certains demanderont plus de déploiement. Donc voilà globalement pour les informations que nous avons, puisque là ce sont véritablement des informations. Et Vava Cosmogony 37 qui revient encore avec une question très intéressante. À partir de quand pourrons-nous espérer une bande-annonce, et non pas un teaser, une bande-annonce
pour la saison 1. Bah, 31 juillet, Back to Hogwarts. Back to Hogwarts, à mon avis. Oh, c'est loin. Pour être assez honnête, je pense que sur le 31 juillet, on aura peut-être une photo, on aura peut-être un poster, mais vraiment, j'ai du mal à y croire. Par contre, pour le Back to Hogwarts, ils vont mettre le paquet, ça c'est certain. Enfin, là-dessus, pas tellement de doute. Ah, c'est à cause de la pause estivale que tu penses qu'il y aura rien? Oui, c'est à cause de la pause estivale et aussi parce que le marché américain, c'est un marché voilà, qui répond aussi à des dynamiques marketing qui sont très importantes. Et par exemple, imaginez une bande-annonce au moment du Back to Hogwarts, mais aussi au moment du fameux Back to School, qui est vraiment devenu un événement marketing au sens propre pour les Américains comme pour les Anglo-Saxons. Bah, quelque part, ça a du sens. Vous faites votre rentrée à l'école, mais il y a aussi la rentrée à Poudlard qui arrive. Ouais. Donc, bon, Ouais, on voit la grosse ouais. ficelle se faire, un Ok. petit peu. Bon, voilà. Mais non, par contre, ce qu'il faut quand même reconnaître, parce que c'est vrai qu'on a reçu aussi des questions de personnes qui nous disaient ah ouais, mais c'est vachement long et tout. Mais en vrai, on a déjà eu, si on prend en plus la bande-annonce et le documentaire, on a déjà eu presque 40 minutes de contenu en tout et pour tout. Ce qui est quand même déjà en soi pas mal. Maintenant, bon, on va attendre Oui, mais on quand en même. veut plus. Mais on en veut plus, voilà, c'est toujours un peu le problème. Alors, question numéro 13. Pensez-vous possible que la série s'arrête au bout d'une saison? Et c'est une question qui est posée par Alessio H. Alors, réponse courte, non. Voilà, réponse courte non, puisque la saison 2 est déjà en pré-production et les sommes investies par HBO Max... Laisse penser qu'ils iront jusqu'au bout du projet. Ils ont une confiance totale dans le projet. J.K. Rowling aussi. Je pense qu'elle Oui. ne se serait pas mouillée dans quelque chose dont les perspectives financières pourraient porter atteinte à son œuvre et aussi à son nom. Parce que c'est aussi un risque qui a été pris Oui. de faire ce reboot au bout de 20 ans. Non, franchement, Non. ça va fonctionner. Ouais, ça va cartonner, il n'y a absolument aucun risque. C'est vrai. C'est pas une œuvre anonyme en Mais plus. c'est ça. C'est pas une œuvre qu'on connaît pas. Tout le monde connaît l'histoire de Harry Potter, le début, globalement le milieu, et nécessairement la fin. C'est pas quelque chose qu'on peut arrêter comme ça. Non, on peut pas l'arrêter. Et puis surtout en plus, après on sait qu'il y a beaucoup de personnes, et c'est pareil avec les livres, qui attendent que la saga entre guillemets soit terminée pour regarder parce qu'ils n'ont pas envie de patienter de saison en saison. Mais là en l'occurrence, les enjeux financiers sont tels que bon, il faut avoir plus que de l'espérance. Il faut vraiment là croire totalement dans le fait que ça continuera. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus, et ne vous laissez pas avoir par les discours qui vous laissent à penser que ça s'arrêtera au bout de 2 saisons ou d'une saison. Et enfin, dernière question. Alors, dernière question. Après le départ de l'actrice Ginny, pensez-vous que d'autres acteurs vont partir? Bon, nécessairement, c'est possible. C'est une œuvre cinématographique, voilà, des drames humains, des incompatibilités. Qu'importe ce qui peut arriver, c'est possible. Oui. Les acteurs ne sont pas cadenassés avec interdiction de tourner ailleurs. Malheureusement, la vie fait que voilà, c'est pas un long fleuve tranquille. On est un peu déçus pour l'actrice de Ginny parce qu'elle était toute mignonne, qu'elle était très investie, que voilà, elle correspondait plutôt bien physiquement. Voilà, après c'est la vie. Oui. Est-ce que d'autres acteurs vont partir? Nous, on a un doute sur un personnage en particulier. Oui. Et c'est pas pour des raisons personnelles ou parce qu'il serait mauvais acteur ou quoi que ce soit. C'est juste qu'en fait, physiquement, il commence à être vraiment très très grand. Je te laisse développer. C'est Locke Spratt. En fait, l'acteur de Malfoy. Ouais, l'acteur de Malfoy. En fait, il faut savoir que pour nous, sur le casting, à ce stade, c'est un sans faute. Mais il y a eu 2 petites problématiques effectivement sur le casting des enfants, mais après c'est ni la faute et surtout pas la faute des enfants, et c'est pas la faute non plus des personnes qui sont en charge du casting. C'est qu'ils ont sélectionné 2 profils qui sont un peu âgés pour les rôles respectifs. Alors ça a été le cas de Gracie Bell Cochrane pour le rôle de Ginny Weasley, qui a été recrutée alors qu'elle arrivait à la fin de sa 11e année et qu'elle arrivait à 12 ans, sachant qu'on est censé la rencontrer à 9 dans Harry Potter à l'école des sorciers, ce qui donne évidemment pas la même logique. Et Locke Spratt, c'est un peu pareil. Là, il a 14 ans. Pour jouer un enfant de 12, ça commence à devenir limite. Alors après, c'est peut-être un peu moins gênant pour le personnage de Draco Malfoy qui, par sa stature, de toute façon, en impose et essaye de dominer tout le monde. C'est peut-être aussi pour faire le contraste entre les personnes beaucoup plus humbles parmi
parmi les sorciers et celle qui s'estime être sur un piédestal. Ouais, il y a peut-être de ça. Alors après, bon, on sait que les techniques de tournage peuvent permettre aussi de réduire les écarts. Mais bon, c'est vrai que ça reste ça. Et puis surtout, on voit que c'est un acteur qui explose véritablement. Il a été pris par une très 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 grosse agence. Donc bon, on a un petit doute. Et puis après, oui, il y aura forcément malheureusement d'autres acteurs qui vont partir. Parce que comme en fait on l'a vu pour les films, il va y avoir des morts. Nécessairement. Oui. Il y a toujours une personne qui malheureusement se Des tape un morts, cancer des dégueulasse. drames Qui décède par cause de vieillesse. On sait que John Lithgow, lui, arrête pas de nous dire mais je suis en train de mourir, je vais jamais terminer les 10 ans, machin, etc. Bon. Il va peut-être mourir en train de dire cette phrase, hein, d'ailleurs. Ou alors peut-être qu'au contraire, c'est lui qui va rester jusqu'au bout et peut-être que malheureusement d'autres personnes partiront alors que ce n'était pas prévu. On ne sait jamais ce qui peut se passer sur un tournage. Malheureusement, c'est toujours un peu la règle. Dans Harry Potter, on a eu des décès. Il y a eu des gens qui ont été remplacés ensuite parce qu'ils avaient commis des actes qui n'étaient pas corrects et qui étaient répréhensibles au regard de la loi. Ça a été la même politique pour les animaux fantastiques, vous le savez, avec la question par exemple de Johnny Depp ou d'Abernathy. Donc bon, en soi, c'est la vie d'un plateau de tournage. Il n'y a aucune série qui échappe, très très peu. Il n'y a aucun film qui échappe non plus quand c'est construit sur des années et des années. Donc il faut apprendre à vivre avec, c'est la vie d'un tournage. Après c'est vrai que le départ de Gracie Bell Cochrane, ça a un peu choqué parce qu'en soi, juste après la saison 1, on ne s'y attendait pas véritablement à ce qu'il y ait déjà des changements d'acteurs. Maintenant, après, voilà, ça aurait pu être aussi un coup du destin. Et d'ailleurs, on espère que c'est pas une problématique de maladie qui se cache derrière. Mais voilà, ça fait partie, encore une fois, de l'aventure. Donc voilà. Alors moi, j'aurais peut-être une petite question en conclusion à te poser, Chloé, et à laquelle je répondrai ensuite. C'est si on devait mesurer notre envie de voir la série Harry Potter aujourd'hui sur un barème allant de 0 à 20, tu le situes à quel niveau ? 57. 57, ouais, j'étais plus aux alentours de 78, mais bon. Ah oui, carrément. Ouais, j'étais plus à ce niveau-là, mais bon, c'est voilà, parce qu'en fait, on s'aperçoit que plus on avance dans le déploiement entre guillemets de la série et du marketing qui va autour, plus en fait on mesure l'ampleur du projet. Et ça, c'est un truc qui est vachement intéressant. C'est que vraiment, il y a une attente qui est monumentale. Alors, des séries sur lesquelles il y a eu des très grosses attentes, comme Game of Thrones, comme Rings of Power, il y en a eu. Il y a eu des grosses déceptions aussi. Sur Rings of Power, par exemple. Mais Harry Potter, c'est Harry Potter. Et je pense que là, cette série va donner de grosses leçons aussi à l'industrie du cinéma. Ça va pas être un projet comme un autre. Ça va pas être un reboot comme un autre. Non. On parle d'une œuvre particulière, dans un contexte particulier. Voilà. On parle de l'une des plus grosses sagas de tous les temps. Ça va pas être anodin. Non, ça va pas être anodin. Et puis, ça va aussi permettre à de nouvelles générations, comme on vous le disait tout à l'heure, de s'approprier un petit peu mieux l'œuvre, avec des acteurs qui seront de leur âge. Ça va permettre aussi de découvrir plein d'objets de collection. Et nous sommes d'ailleurs déjà en train de poser la question. Voilà, Chloé, qui est un peu la directrice artistique de notre collection, avec nos plus de 700 pièces actuellement, est en train de se tirer les cheveux pour savoir comment on va réaménager la pièce de collection. Voilà, je pense qu'elle est en train de décéder, mais ça va aller. Mais voilà, on est en train de se poser la question vraiment de savoir comment on va faire, parce qu'il va y avoir tellement de nouveaux objets, ça va être fou. Voilà, moi j'ai hâte. Notre banquier n'a pas hâte du tout, mais nous on a très hâte. Donc voilà, grosso modo, c'est tout pour cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions auxquelles on n'a pas encore répondu. Si on a suffisamment de questions, on fera une deuxième FAQ jusqu'à ce que la saison 1 sorte. Tout à fait. Et puis sinon, on vous répondra toujours en message privé, en commentaire, comme vous voulez. Voilà, on va essayer de vous produire une vidéo pour mercredi. On a quelques idées. Maintenant, il faut qu'on trouve le courage parce que on avoue qu'avec la canicule, on tient plus de la grosse larve qu'autre chose, pour être tout à fait honnête. Mais on va essayer de vous fabriquer quelque chose pour mercredi. Et puis, évidemment, s'il y a une actualité qui tombe, sait-on jamais, même si c'est très fortement improbable,
on fera une vidéo, évidemment, sans aucune difficulté. Donc, on se retrouve mercredi. On vous attend dans les commentaires. N'hésitez pas, effectivement, à poser vos questions. Et éventuellement, on en fera une deuxième si l'exercice vous a plu. Alors, juste interdit de poser des questions sur Papa est si doux et sa couleur de peau. Oui, Voilà, c'est ça, la seule question interdite. Pardon, on est un peu traumatisé par le sujet, mais c'est vrai que des fois, quand on s'est retrouvé avec 200 fois la même question et les mêmes propos, c'était un peu compliqué à gérer. Les Donc, performances artistiques, pourquoi pas. Toujours. Le reste, niet. Ouais, l'artiste, rien que l'artiste. Donc, on vous souhaite à tous et à toutes un très bon week-end, un très bon 14 juillet et bon courage pour affronter cette vague de chaleur. Et on espère que vous n'êtes pas trop touchés également par les incendies. À bientôt. Très bientôt.